Comment je vous dirais bien ça? J'ai eu un fun noir à lui jaser. On a ri comme ça se peut pas. On a parlé de sujets aussi plus sensibles, mais avec tellement de bienveillance et d'authenticité. C'est vraiment à l'image de mon invité, cet épisode-là. Elle a un parcours assez atypique, mais je suis certaine que plusieurs vont se reconnaître à travers son histoire. Elle a une joie de vivre contagieuse que je suis convaincue que tout le monde la voudrait comme amie. J'ai le plaisir de vous faire découvrir l'attachante tête de cochon, Suzanne Morales. Bonne écoute! J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui une femme extraordinaire, une belle tête de cochon qui est... Son cœur est au Québec, mais qui a des origines salvadoriennes et une belle latina que j'adore. Suzanne Morales, bonjour! Allô, Sandrine, contente d'être avec toi. C'est excitant. Je suis vraiment contente et fière de toi pour ce podcast également. Oh, merci tellement d'avoir accepté mon invitation. Écoute, on dirait que ça bouillonnait. Je cherchais qui allait faire partie de ma première saison. Puis à un moment donné, j'ai eu un flash. Je me suis dit, faut que ça soit Suzanne qui soit dans ma première saison. Il fallait comme que je complète mon alignement. Puis je me suis dit, il y a personne d'autre qui peut... C'est cette tête de cochon-là qui doit compléter ma saison. Fait que je suis tellement contente qu'on puisse se jaser de plein d'affaires. Quand j'ai préparé l'entrevue, je me disais je vais lui parler de ça. Fait que je sais pas combien de temps ça va durer, écoute, mais je suis assez énervée. Je pense que ça va être divertissant. En tout cas, je l'espère. Oui. On a de l'énergie à revendre. Par où commencer? C'est certain que pour comprendre qui tu es, je pense qu'il faut qu'on retourne un peu dans tes origines, ton enfance, ton adolescence, c'est pour avoir un portrait, puis après ça, on va partir de là. Mais peux-tu nous expliquer les grandes lignes là, de ton début de parcours, finalement? Qui suis-je? C'est ça que tu me demandes. Mais qui est Suzanne Morales? À l'âge de 3 ans, mes parents ont décidé de venir ici au Canada parce que, venant du Salvador, pour ceux qui connaissent le Salvador, il y a eu une guerre civile qui a eu lieu entre 1979 à 1992. Moi, je suis née en 77, ça dit mon âge. Donc, à l'âge de 3 ans, mes parents ont décidé, à cause que la situation se compliquait vraiment au Salvador, de venir ici au Canada. Souvent, au Salvador, les Latinos ont tendance à aller plus aux États-Unis. Mais pour quelques raisons, ma mère, elle disait que le Canada l'appelait. Elle avait son instinct qui lui disait « Va au Canada, pas aux États-Unis ». Donc, elle est venue ici, au Canada. Donc, on est arrivés ici. Fait que mes parents sont arrivés ici en tant qu'immigrants. Ils parlaient pas la langue. On a appris le français ici. Donc, nous, étant petits, j'ai un frère et une sœur. Moi, j'étais arrivée à l'âge de 3 ans. Mon frère, il avait 4 ans, puis ma sœur, elle avait 5 ans. Ma mère, elle a été occupée Écoute, une année à clencher ça. Elle a dit d'un seul coup et c'est fait. Donc, on est arrivé ici. Pour nous, quand on arrive petit, c'est plus facile de s'adapter. On est comme des éponges. Genre, les enfants, là, ça l'absorbe. Pour nous, c'était beaucoup plus facile d'apprendre la langue, mais pour eux, c'était un grand défi. Et quand mes parents sont arrivés ici, sont arrivés bien sûr avec la mentalité salvadorienne, comme c'est très normal en tant qu'immigrant. Donc, j'ai eu un père très macho. C'est très normal dans la mentalité latine d'être très contrôlant, possessif. Il devait contrôler tout. Et malheureusement, il était également violent. Et cette violence vient la violence engendre la violence. Il a été victime de violence, donc il l'a répété. Et moi, j'ai grandi avec mon père en voyant une violence psychologique et physique. Et j'ai tout de suite vu que c'était quelque chose qui était pas normal, puis que j'allais jamais accepter. Et ma mère, en tant que femme soumise, elle a accepté malheureusement cette situation. Et ça a duré quand même longtemps. Avec tout ça, j'ai vu le côté de ma mère, le côté féminin qui avait pris un coup, malgré qu'elle prenait le temps quand même de se réveiller, malgré cette violence, elle prenait toujours le temps de mettre du rouge à lèvres, mais elle prenait pas vraiment soin d'elle.
à 100%. Puis c'est une belle femme, ma mère, quand on était jeune, était encore belle aussi, mais c'est une femme qui aurait pu se mettre plus à son avantage et je la voyais toujours, puis je suis comme, mais ma mère, elle pourrait être encore plus rayonnante, plus jolie. Et c'est de là que j'ai commencé à voir qu'est-ce que la beauté faisait. Puis je voyais d'autres femmes autour, mes tantes, les amies de mes parents qui étaient beaucoup plus coquettes. Et je voyais la différence. Et de jeune âge, j'ai commencé à être plus curieuse avec tout ce qui est beauté. Mais je pense qu'aussi le fait que mon père était très sévère, puis pour lui, c'était t'as pas le droit de te maquiller jusqu'à 18 ans, t'as pas le droit. Il y avait beaucoup de règles qu'on devait suivre. Ah oui, il était très strict. J'avais pas le droit de me maquiller, j'avais pas le droit d'avoir de chum, les gars avaient pas le droit d'appeler chez moi, j'avais pas le droit d'aller chez mes amis. Il fallait que je reste à la maison. Si je faisais de la bicyclette, ça devait être autour de la maison. Je pouvais pas aller loin. C'était très, très strict chez moi. Donc, je pense que c'est ça qui m'a encore plus piqué la curiosité de vouloir essayer. Et derrière son dos à l'école, au secondaire, je me mettais du rouge à lèvres. J'adore ça! Et j'arrivais à la maison, puis je l'enlevais avant qu'il arrive. Ça a commencé comme ça, mon histoire d'amour avec les cosmétiques. Mais c'est fou quand même parce que ça part de quelque chose de très, très profond et d'une certaine maturité que tu avais même quand tu étais jeune. Tu sais, tout ce constat-là, est-ce que ce constat-là, tu t'en rendais compte quand tu avais 12-13 ans ou c'est comme sur le tard, là, avec le recul que tu as constaté ça? Non, c'est que je pense que de très jeune âge, j'avais quand même une sagesse que mon instinct me disait, OK, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas acceptable. J'ai toujours eu un très bon jugement envers les personnes. Puis j'ai eu ce jugement envers mes parents. Mais aussi, j'ai appris aussi à comprendre le pourquoi derrière ça, pourquoi il y a toujours une raison pourquoi les personnes agissent comme ils agissent. Mais étant très petite, je faisais la différence entre le bien et le mal, et je voyais clairement que qu'est-ce que mon père faisait, l'abus physique était pas normal, puis c'était pas acceptable. Puis même si on a les droits ici au Québec, tu sais, des centres de femmes battues, on pouvait appeler la police. C'est pas le premier réflexe qui te vient quand t'arrives ici en tant qu'immigrant. Ma mère, elle est arrivée, elle connaissait pas tous ses droits. Petit à petit, elle a connu plus ses droits et elle les a utilisés. Donc, à plusieurs reprises, plusieurs fois, la police est venue à la maison. On est allé dans des centres de refuge pour femmes battues. On s'est retrouvés dans ces endroits-là. Et moi, tout ça, je le voyais. Puis, mais t'as pas vraiment t'as pas d'autorité, donc tu peux pas rien faire. T'es vraiment, moi, je dépendais de mes parents, fait que je devais suivre qu'est-ce qu'on m'enseignait, entre parenthèses, ou qu'est-ce que je vivais. Donc, j'étais prise pour moi, j'étais plus prise dans une prison, et que je savais qu'un jour, j'allais sortir de cette prison. Fait que ma tête de cochon me disait, c'est temporaire, c'est difficile, c'est pas acceptable, puis qu'est-ce qui dans le futur tu vas pas marier un homme comme ton père, tu vas pas être comme ta mère. Puis c'est pas pour juger ma mère, parce que ma mère elle a fait de son mieux avec le peu qu'elle savait, mais j'ai tout de suite vu qu'être une femme soumise ça mène nulle part. Au contraire, elle s'est trop donnée, puis elle s'est perdue à travers tout ce qu'elle a fait. Elle s'est tellement donnée qu'elle s'est complètement oubliée, puis elle s'est donnée avec nous aussi. Elle s'est donnée à mon père, puis en réalité, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que ça l'a plus affecté psychologiquement. Fait que maintenant, il y a beaucoup de séquelles que je vois qui l'ont rattrapé malheureusement avec les années. Mais j'ai tout de suite su que j'allais sortir de cette situation puis que j'allais jamais accepter ce genre de situation depuis de jeune âge. Et j'ai toujours été un peu rebelle et je voulais faire qu'est-ce qu'on me disait de pas faire. Donc mon père disait, t'as pas le droit de porter de maquillage, j'en portais. Mon père me disait, t'as pas le droit d'être trop féminine. Je voulais être encore plus féminine. La femme devrait pas sourire autant, mais ça me donnait le plus le goût de sourire. Fait que sur ça, je souris beaucoup. Fait que tout ce qu'il m'a dit de pas faire parce que c'est pas bien vu, malheureusement. Fait que les femmes sont jugées quand elles sont trop sociables. Sont jugées comme des mauvaises femmes ou des femmes faciles. Mm-hmm. Ça, c'est la mentalité latine macho, là, très macho, quoi, est-ce que t'as pas le droit. Puis ma mère, elle a été élevée comme ça. Ma mère, elle avait pas le droit de sortir dehors de sa maison et de juste faire un sourire à un homme pour le saluer parce que ses parents
la ramener à l'intérieur puis dire t'as pas le droit de faire ça, tu veux être une, je vais pas dire le mot pute, excusez, je vais le dire. Tu veux être ça, si tu continues à sourire comme ça, c'est ça que tout le monde va dire dans le peuple. Fait qu'ils ils ont été élevés comme ça, fait qu'ils ont essayé de m'élever comme ça, mais ici au Québec, c'est pas la même mentalité, hein? Mais non, puis malgré tout, avec le recul, clairement, ça a forgé. Tu sais, je veux dire, je pense pas qu'on a besoin de passer par là pour se forger. Non. Mais on va comprendre plus tard parce que là, on est dans quelque chose de très, très profond, mais il y a un positivisme qui sort de toi qui est tellement pétillant, qui brille, ça rayonne, tu sais, quand on te rencontre pour la première fois. Moi, je me rappelle... Quand on a travaillé ensemble les premières fois, allô, je suis comme, hey, mon Dieu, c'est qui? Attends un peu, là. Puis là, on finit par créer un lien. Fait que, tu sais, on en parlera plus tard de ce que tu fais présentement, mais tout ça pour dire que c'est sûr que ça t'a forgé malgré tout. Puis clairement que cette maturité-là, mon Dieu, merci, que t'aies pu constater ça parce que toi, t'as fait non, ça fonctionne pas et je ne veux pas ça dans ma vie, tu sais. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Parce que là, bon, il y a une période, après quoi tu t'es accroché pour essayer de surmonter la vague? Je pense que je me suis plus révoltée, je te dirais. Ah ouais. Avec raison. Oui, à l'école, j'étais très... ce serait quoi le mot? Peut-être tannante? Non! Mais souvent, les enfants qui sont tannants, je dis le mot tannant, c'est parce qu'il y a une raison derrière ça aussi. Ben, c'est ça. Fait que, des fois, on les juge, on dit « Ah, c'est un enfant qui donne beaucoup de troubles. » Mais si on essaie d'aller creuser puis d'aller chercher pourquoi ils agissent comme ça, souvent, on va voir qu'il y a une plaie qui est encore en processus de guérison, puis souvent, elle est encore en train de saigner. Est-ce que tu considères que, tu sais, parce que là, tantôt, on parlait de beauté, l'exemple de ta mère a comme éveillé ça chez toi. Oui. Mais t'es pas devenue maquilleuse professionnelle du jour au lendemain, là. Non. Non. Puis moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que, ben là, tu te révoltes, tu te maquilles, de la couleur, wow, les cheveux, toute la kit, là, tu sais. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais moins dans la rébellion, mais plus dans l'éclatement, la couleur, la joie, tu sais. Sauf que, il y a quand même tout cet aspect-là, tu sais, ça a créé quelque chose. Il va avoir une certaine liberté d'expression. C'est un art aussi, c'est une façon de s'exprimer, mais c'est quand même pas là que tu t'es dirigée en premier. Non, mais c'est par là que j'ai commencé, par contre. En ne sachant pas que tu pouvais faire carrière en tant que maquilleuse. Je ne savais vraiment pas. Donc, j'ai commencé au secondaire, justement, dans la liberté d'expression, comme tu l'as bien mentionné, de m'exprimer à travers le maquillage. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que je me réveillais 3 heures en avance. C'est comme ça que je me suis révoltée. 3 heures en avance à chaque jour pour faire mes cheveux, puis ils devaient être différents à chaque jour. Puis dans ça là, je mettais du rouge à lèvres et du mascara puis du eyeliner. C'était juste ça. Moi, je connaissais pas le fond de teint, faire à paupières. Oui, mais je t'explique le processus. Donc, peut-être aujourd'hui, je me réveillais puis je voulais avoir des petites tresses dans toute la tête. Tu sais, faire des petites tresses, là, dans toute la tête, c'est long. Mais là, t'as peu, là. Ça, c'est quoi? Ça se décide le matin même. OK, j'ai fait les petites tresses. On fait ça le matin. Me suis levé 3 heures. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. C'est pour ça qu'on dit ça. C'est ça! Puis ici, hier, mon vernis était rose, puis ce matin, je me réveillais avec le goût d'avoir un rouge à lèvres rouge. Ben, je devais changer également mon vernis. Il devait être rouge, parce que dans ce temps-là, tout devait matcher. Oh, c'est parfait! Donc, je faisais mes ongles, je faisais mes cheveux, je me maquillais, puis j'étais très coquette, puis je m'assurais d'avoir toujours un vêtement différent. Fait que c'est un processus, là. Fait que j'ai commencé à m'exprimer de cette façon. Fait que pour moi, la mode, le maquillage, c'est vraiment une liberté d'expression qui te définit. Puis c'est une arme pour la femme, mais dans le bon sens. C'est très... C'est ton côté féminin qui ressort. Puis je pense que la féminité, c'est notre force à nous, les femmes. Puis on devrait plus l'utiliser à notre avantage, mais dans le bon sens.
sans en abuser. Trouver un meilleur équilibre, mais encore plus de pas avoir peur d'oser, en fait. Exact. C'est un peu ça. Oui. Puis moi, pour moi, la beauté est partout. Moi, quand je maquille quelqu'un, je vois la beauté, je vois la morphologie de chaque personne. Puis je peux voir comment je peux les mettre à leur avantage, puis comment rehausser leur beauté naturelle. C'est tellement le fun. C'est ça que j'adore faire. C'est que la femme se voit sous un autre angle, elle se voit différemment. Parce que souvent, malheureusement, avec le temps, la femme oublie à quel point elle est belle, parce que bon, elle sent qu'elle vieillit, c'est quand elle a changé, mais on a toujours notre beauté. C'est juste pour la mettre en évidence de la bonne façon. Toutes les femmes ont cette beauté. Donc, j'ai commencé comme ça, j'ai commencé sur moi-même, puis après, mes amis ont vu cet intérêt, puis mes amis ont commencé à me demander « Ah, tu veux-tu me maquiller? » Et je le faisais par plaisir, puis après, j'ai eu des demandes dans la culture latine, on a les quinceañeras. Tu connais c'est quoi les quinceañeras? Mais c'est pas quand la fête de 16 ans, c'est ça? Mais c'est comme un Sweet 16, comme tu dis, mais c'est vraiment 15 ans. Donc, c'est un an. Oui, 15 ans, oui. Fait que c'est vraiment la grosse affaire, là. C'est comme une robe de mariage, mais rose. La tradition, c'est vraiment c'est tout en rose, mais maintenant tout est en rose, oui, tout est en rose. Le gâteau, c'est comme un gâteau de mariage rose. Les ballons roses. Tout c'est rose parce que c'est pour célébrer la femme. Elle est en train de changer, elle est en train de rentrer dans le monde adulte. C'est comme une fleur, là, qui s'ouvre, exact. Et pour ceux qui ont beaucoup de budget, il va y avoir souvent 14 filles d'honneur, 14 garçons d'honneur. C'est vraiment... C'est énorme, là. Tu loues une salle. Ah oui, t'as la couronne et tout. C'est vraiment énorme. Oui. Donc, j'ai commencé à recevoir des demandes de quinceañeras. Puis j'ai commencé à maquiller les petites filles de 15 ans. Fait que je m'amusais. J'étais comme, c'est tellement le fun. Et de là, j'ai commencé aussi à recevoir les demandes pour la marier. Oh, mon amie se marie. Non, fait que c'est dans la communauté latine que j'ai commencé. Mais t'as quel âge à ce moment-là? J'avais 20 ans. OK. 18. J'ai commencé réellement à 17 ans, ma première quinceañeras. Puis après, de 17 à 20 ans, je prenais quelques contrats. Mais est-ce qu'à cette période-là, t'es aux études? Est-ce que tu as poursuivi après le secondaire? Au niveau scolaire, là, t'es rendu où parallèlement à ça? Je suis au secondaire. Je finis le secondaire et là, je veux aller au cégep. Mais je vois que ma mère, elle a une nécessité financière. Je vois qu'elle n'arrive pas. Donc, j'ai décidé de pas continuer l'école pour aider ma mère financièrement. Fait que j'ai commencé à travailler à temps plein. Pas en maquillage parce que, encore une fois, comme je te dis, je savais pas que tu pouvais vraiment faire carrière. Fait que j'ai commencé à travailler plus du côté en gestion dans les centres d'appel. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Puis, fait que j'ai commencé à payer le loyer puis à payer les grosses factures dès que j'ai terminé le secondaire pour aider ma mère. Que j'ai vu que ça l'avait vraiment libérée d'un poids lourd parce que ma mère, elle a été toujours très... Puis c'est ça que j'ai appris d'elle aussi, c'est pour elle, c'est tu payes toutes tes factures toujours à temps, tu dois être toujours bien organisé, tu dois toujours sauver de l'argent, puis puis le reste, c'est pour manger. Fait que c'est vraiment comme ça. Elle a toujours organisé ses factures en premier, priorité, puis après, la nourriture venait. Fait que c'est pour ça, des fois, on manquait de nourriture. Tandis qu'il y en a d'autres, peut-être, qui auraient dit, bon, ben, ce mois-ci, je vais pas payer la facture d'électricité pour faire mon épicerie. Puis, ben, je paierai le mois prochain, je vais être en retard. Mais elle a toujours été vraiment à payer à temps. Fait que j'ai ça de elle. Je suis très, très, très organisée au niveau... oui, c'est un trait de tête de cochon, ça. C'est comme, non, j'aime autant mieux qu'il y ait moins de pain sur la table, mais il faut que ça soit payé. C'est exact. Comme, parfois, peut-être un drôle d'équilibre, puis on pourrait en discuter longtemps. Rendu là, c'est un choix qu'elle a fait, puis c'est totalement respectable parce que ça faisait partie de ses valeurs, mais clairement que ça a eu un impact aussi sur ta rigueur, là, je présume, là, professionnellement, parce que durant cette période-là, il y a une certaine façon, ben en tout cas, pas de la façon que je le perçois, mais tu sais, là, t'étais comme, OK, ma mère a trop besoin d'aide, tu t'es oublié un peu, t'as mis tes études en veille pour subvenir à la famille, parce que c'est comme, il y a quelque chose de fort et de soudé, puis c'est comme, ben il faut qu'on s'entraide, là. Ben oui, c'est une nécessité, définitivement. Puis je pense que maintenant, ma mère me remercie de ça, puis... je pense que c'était la meilleure décision que j'ai prise quand je regarde en arrière. Pourquoi? Parce que elle en avait besoin. J'ai vu à quel point elle passait
une étape très difficile financièrement, puis comme à quel point c'était difficile mois après mois pour elle. Fait que pour moi, si je pouvais lui enlever ce poids, ça n'a pas de valeur à comparer de continuer mes études. Puis j'ai rien contre les études, je pense que c'est bien pour ceux qui ont la chance d'étudier, c'est Vraiment. excellent. Surtout pour ceux qui savent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais t'es définitivement capable de te débrouiller sans avoir un diplôme collégial ou universitaire ou un doctorat, peu importe. Sky's the limit, il n'y a pas de limite. Tu peux te lancer puis avoir une carrière puis faire beaucoup d'argent si tu crois vraiment en toi, si tu as cette volonté, si tu as cette curiosité, ce débrouillardisme. Donc, c'est possible. Le travail, l'attitude, c'est ça. Oui, ça. Rendu là, c'est la base pareille, là. Exact. Papier ou pas, tu sais. Exact. Fait que ma première job, justement avant que je termine mon secondaire 5, on voulait essayer avec une copine de travailler pour voir c'était quoi, travailler dans une manufacture. Oh! Puis on a pris une job d'été, moi puis elle, je me rappelle encore, puis ça nous a tellement ouvert les yeux de voir ces femmes qui ça fait 30 ans, 40 ans qui sont là en train de coudre, on était dans une... Puis ils font ça au salaire minimum, puis on a vu, puis on a dit « Oh my God, non! » Ils parlent pas la langue, donc on a vu vraiment une autre réalité, puis il y a quand même un peu d'abus au niveau de leur... On a vu beaucoup d'abus, puis on a dit « Oh my God, on veut se tenir loin de ça, c'est pas comme ça qu'on veut terminer notre vie. » Puis je lève mon chapeau à ces femmes, je veux pas les juger, mais quand tu as la chance de voir cette réalité, puis de voir d'autres possibilités, tu vas vers les autres possibilités si tu as d'autres portes que tu vois qui sont possibles d'être ouvertes. Mm-hmm. Ouais, je pense que des fois, on réalise pas les dessous de la manufacture, les dessous parce qu'il y en a encore du travail ouvrier qui... on n'embarquera pas là-dedans, mais il y a tout cet aspect-là que mais au Québec, ils sont bien traités. Mais au Québec, il n'y a pas d'abus. Non. Je suis pas... je veux dire... Oui, je pense qu'il y a de l'amélioration, il va toujours en avoir, mais clairement que c'est loin d'être parfait. C'est sûr qu'en plus, toi, d'avoir été... C'est comme pas une autre claque d'en face, mais c'est comme t'es devant le fait accompli, dans le sens où, OK, moindrement que tu es attentive à ce qui se passe, tu es consciente, tu réfléchis, avec ton intelligence, tu es capable de réaliser que, OK, il y a des choses qui clochent, tu sais, puis même si t'étais encore jeune, tu l'as cerné, puis je pense que ça t'a aidé à faire, OK, c'est pas par là non plus que je veux passer, là, tu sais. Exact. Fait que je suis contente de l'avoir essayé, puis d'avoir vu que j'ai vraiment détesté ça pour moi, pour mon expérience personnelle à moi, puis ça m'a ouvert la porte à d'autres choses, d'aller vouloir découvrir d'autres choses, d'aller vouloir ouvrir d'autres portes. Puis ça a ouvert les portes justement au monde de la gestion, parce que moi, quand j'ai commencé dans un centre d'appel, je pensais pas que tu pouvais être gestionnaire sans diplôme. Puis au début, c'était beaucoup comme ça. C'est comme tu peux pas être gestionnaire si t'as pas de diplôme. Tous les postes de gestionnaire étaient bons avec un diplôme d'études collégiales. C'était un prérequis. Un prérequis, exactement. Puis éventuellement, j'ai vu que quand tu commences au bas de l'échelle, tu as des possibilités d'avancement. Fait que j'ai commencé au bas de l'échelle en tant que conseillère de service de clientèle où tu parles aux clients. Ouais. Puis après, j'ai commencé à toucher plusieurs départements. J'ai commencé à voir la réalité de chaque département. Puis ça m'a fait grandir. Puis le fait que j'ai acquis de l'expérience, que j'avais quand même ce leadership en moi, c'est une qualité à avoir. Puis que quelqu'un a vu mon potentiel puis qui m'a proposé de commencer à devenir... gestionnaire, ça m'a donné la possibilité de voir, oh, attends, il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir malgré que j'ai pas mes études de gestionnaire, MBA ou peu importe. Donc, parce que souvent, beaucoup, c'est MBA. Et j'ai réussi à monter très haut quand même pour finalement, après 20 ans de carrière en gestion, me lancer dans le maquillage, mais pendant mon 20 ans de carrière. Mais c'est quand même fou, là. Je veux dire, c'est pas perdu, ce bagage-là, malgré tout, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Puis on y reviendra parce que ça cohabite, tu sais, ça fait quand même, ça gravite encore dans ton univers, là, le management, la gestion et tout ça. Oui. Mais à quel moment, c'est quoi le déclic, là? À quel moment tu dis, OK, là, je plonge?
Puis, il y a un virage qui se fait, là. Mais que je plonge en la gestion ou que je plonge non, dans le... parce que la gestion, t'as monté les étapes, ça s'est fait graduellement, mais t'as quand même pris un virage pour finalement devenir maquilleuse professionnelle quasiment à temps plein, là, tu sais. Oui. En tout cas, ça s'est fait progressivement, mais... Oui. Donc, j'ai toujours eu ce talent naturel. Donc, pendant mes années de travail en gestion, je me rappelle encore, c'était la fête de mon ami. Et j'ai décidé de lui donner une palette d'ombre à paupières de Estée Lauder. Je me rappelle encore, il y avait 10 couleurs. On était une dizaine de filles et la fêtée était super contente, super excitée de recevoir la palette d'ombre à paupières. Elle m'a regardée et elle dit « Est-ce que tu peux nous maquiller dans les toilettes? Tu peux-tu juste faire nos yeux, s'il vous plaît? » Elle était vraiment excitée. Fait que j'étais comme « OK, pourquoi pas? On va s'amuser. » Ça, c'était j'ai travaillé pendant 20 ans en gestion, puis 10 ans à l'intérieur de mon 20 ans, c'est là que c'est arrivé, cet événement. Okay. Peut-être même avant, peu importe. J'étais aux toilettes et j'ai maquillé les filles. Puis moi, ma mission, c'était que je dois absolument maquiller toutes les filles différemment. Je ne vais pas faire le même maquillage. Oh my God, le défi! Oui, c'est un défi. C'est comme, il faut que je le fasse. Fait qu'elles étaient toutes contentes. C'est de la petite bière, là, faire ça, là. Elles étaient toutes contentes, super excitées. Puis quand que je suis arrivée, on est retourné à la table, il y avait un de ses amis qui était dans le monde artistique. J'ai oublié qu'est-ce qu'il faisait. Mais il était dans le monde artistique. Je l'ai jamais revu d'ailleurs. Mais c'est grâce à lui, puis il le sait même pas. Il m'a regardé, il a regardé les filles. Il m'a regardé, il a regardé les filles. Puis il m'a posé la question suivante. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, je le regarde, je dis, je suis gestionnaire. Et sa réponse, quelle perte de talent. Tu devrais reconsidérer ta carrière parce que je pense que tu réalises pas qu'est-ce que tu es capable de faire. Là, je le regarde. Je dis, ben oui, j'ai maquillé les yeux. Non. Il dit, regarde, t'as vraiment fait un beau travail. Elles sont tous très belles. Puis la façon de te faire ressortir les yeux de tout le monde, c'est magnifique. Je suis comme, oh mon Dieu, merci. Et ça l'a semé une petite graine. Et ça a commencé à travailler mon cerveau. Je disais, peut-être que je devrais éventuellement aller en maquillage parce que c'était une passion que j'ai toujours eue. J'ai toujours été coquette, même quand j'étais gestionnaire. Oui, on se rappellera, hein, l'adolescence, 3 heures chaque matin. Ça aussi! Mais bon, en gestion, j'ai pas fait ça, mais j'ai toujours été très intéressée par la mode, le maquillage, les cheveux, les accessoires. Oh mon Dieu, les accessoires. On va pas commencer à parler de ça, les accessoires de mode. Oh mon Dieu! Ça sera dans les bonus de l'épisode. Oui, c'est ça! Donc, j'ai commencé à réfléchir. Je me disais, peut-être que ça serait une possibilité. Et comme que j'avais pas encore de réseau de contact, j'ai dit, bon, je dois commencer quelque part. Puis j'ai commencé à faire des recherches auprès des écoles. Okay. Et j'ai trouvé le collège La Salle, puis je disais, OK, un jour, parce que j'ai vu que c'est pas non plus cheap, hein, aller dans une école. Non, mais c'est un collège privé, là. C'est un collège privé, oui, c'est un collège privé. Donc, j'ai dit, bon, mais je vais attendre. Et de là aussi, hein, l'humain, on est bon à trouver des excuses, hein. Donc, année après année, j'étais comme, bon, l'année prochaine. Cette année, je suis pas prête. Les enfants sont trop petits, parce que j'ai 2 garçons. Oui, c'est ça, parce que t'es maman à travers tout ça, là. Oui, je suis maman de 2 garçons présentement, mais ils sont ados maintenant, c'est le fun, ils sont dans un âge tellement... c'est tellement le fun de leur parler. 15 ans et 18 ans, oh, wow. Je les adore, et ils sont... je suis tellement contente de voir les hommes qui sont devenus. Vraiment, c'est vraiment le fun d'être maman. Donc, c'est ça, je trouvais toujours des excuses, j'avais toujours des excuses, puis là, je trouvais ça cher. Je suis comme, non, c'est trop d'argent, blablabla. Peu importe les excuses, tu peux... je trouvais n'importe quelle excuse, jusqu'à temps qu'un jour... je me suis parlé, puis je disais, OK, arrête ton niaisage, Suzanne. OK, là, la tête de cochon ressort, là. Là, c'est comme... Brasse-toi un peu, là. Oui, c'est ça. C'est correct, ton blabla, que tu vas le faire un jour, fais-le. Je pense que la dernière excuse, c'était la récession. Puis là, après, je me suis regardée dans le miroir, je me suis parlé, je me suis dit, OK, arrête, là, c'est pas la récession, ça va être quoi après, là? Fait que j'ai décidé, après cette excuse de récession, d'aller finalement à l'école. Et comme je travaillais à temps plein, j'ai décidé d'aller à l'école à temps partiel. Donc, parce que normalement, en maquillage, tu peux faire ton cours en 3 mois, temps plein. Mais comme je travaillais, j'ai pris en 6 mois, temps partiel. Donc, 3 jours de semaine. Soir? OK. De soir, oui. 3 jours semaine de soir, oui.
Et que c'est quand même des semaines occupées. Hey, rock'n'roll. Puis là, on se rappelle que t'as des enfants en bas âge, là. Ils ont quel âge à cette période-là? Oh mon Dieu, bonne question. Attends une minute. Tu me fais retourner en arrière. 5 ans et oui, ils sont jeunes, là, 5 ans. Ils sont vraiment très jeunes. Mais le plus jeune a 5 ans ou le plus vieux? J'ai pas reculé comme ça, toi, tu me fais... Ouais, mais là, je veux dire, ils peuvent pas avoir les deux 5 ans, là, ils ont 3 ans de différence. Non, c'est ça. C'est ça, j'essaie de... je pense que 4 ans, puis l'autre avait 7 ans. Ça fait-tu du sens, ce que je dis? Oui, ça se peut. 4 et 7. En tout cas, dans ce coin-là, oui, je veux dire, des jeunes bambinos. Bambinos, oui! Donc, c'est un défi, ça aussi, mais j'ai eu un père qui était très, très... il m'a supporté à travers ça parce que le faire seul, c'est impossible. Non, je ne sais pas si c'est impossible, mais c'est plus difficile sans aide. Parce que des fois, tu peux avoir l'aide de la famille, c'est même si en tant que mère monoparentale, tu peux réussir, mais c'est un peu plus difficile de gérer un horaire. C'est pas si facile. À l'époque, tu as du soutien quand même. Je veux dire, parce que c'est quand même un grand saut dans le vide, là. Maman de 2 jeunes enfants, tu sais, t'as une carrière quand même bien établie, mais c'est comme non, je m'en vais pas dans la bonne direction. Ou en tout cas, je veux essayer un autre chemin, tu sais. Exact. Oui. Puis, le support familial, ça fait toute une différence. Ça m'a beaucoup aidé à me lancer en maquillage. Et moi, je pense que quand ton destin est tracé, parce que dès que j'ai terminé l'école, je suis la seule active en passant. On était 17 filles. Je suis la seule qui est active parce qu'ils te vendent un rêve. L'école te vend un rêve, hein? C'est sûr. Ben là, money. Ben là, pas juste ça, là, mais il y en a quand... Ah oui? OK. Oui, je l'ai pas parlé à travers mon chapeau, là, mais... Non, mais il y a des élèves aussi qui sont là parce que c'est des enfants... de familles aisées, puis ils savent pas quoi faire de leur vie, fait que les parents disent essaie un cours en maquillage, peut-être que, mais c'est ce qu'ils savent pas qu'après t'es tout seul, puis quand t'es tout seul, quand tu finis l'école, tu dois te faire ton propre réseau de contacts, tu dois trouver mais tu deviens travailleur autonome, c'est ça, là, je veux dire, il faut que tu prennes ta carrière en main, exact. Elle se fera pas toute seule. C'est ça, par contre, avec une liste de contrats, puis voici tes contrats dès que tu finis l'école, il faut vraiment que tu te débrouilles toi-même, il faut que tu construis ton site web, il faut que tu fasses tes cartes d'affaires. Il y a beaucoup de choses que tu dois penser si tu veux être pris au sérieux puis bâtir cette crédibilité. Donc, c'est sûr que le diplôme t'aide à bâtir cette crédibilité. Est-ce que tu as besoin d'aller à l'école pour être en maquillage? Non, parce que je connais des très bons maquilleurs qui n'ont jamais été à l'école, mais qui ont réussi à bâtir leur réseau de contacts avec le temps. Mais ça l'aide. Ça m'a beaucoup aidé pour moi. Ça m'a aidé au niveau de la crédibilité. Les gens te prennent plus au sérieux. Ça m'a permis de bâtir mon portfolio aussi. Dès que j'ai terminé l'école, je me suis lancée tout l'été, je me rappelle encore, de juste faire mon portfolio. Des photos que j'ai à ce jour, que j'aime beaucoup, que tu penserais même pas que c'est il y a 15 ans. C'est des classiques, je les ai encore. Donc, j'ai fait mon portfolio, j'ai rencontré tellement de monde parce que quand tu fais ton portfolio, tu travailles avec des photographes, des stylistes, des coiffeurs, t'apprends à connaître, tu commences à bâtir ton réseau de contacts. C'est beaucoup d'heures de travail, mais c'est un bon investissement parce que tu as des belles photos. Puis ça te permet d'aller voir des clients avec tes photos. Ils ont besoin de voir ton travail quand ils te connaissent pas. Oui, c'est sûr. Puis dans ce temps-là, Instagram commençait, c'était encore très nouveau. Ça commençait, c'était pas comme maintenant. Oui, on est en 2009, là. Si on se situe un peu dans le temps, je me trompe pas. Exact. Oui, faites exact. des bonnes recherches. Non, mais là, faut que je dise que j'ai pas triché, j'ai fait mes recherches, mais c'est parce que je voulais en dire, parce que là, à cette période-là, parce que ton LinkedIn, en tout cas, c'est ce site fameux CV, LinkedIn, on dirait que je sais jamais comment le prononcer, alors vous avez vu mon peu de talent à nommer ce mot, mais c'est ça, c'est parce que ça inscrit... Bon, je vous ferai pas un résumé de ce que c'est, mais là-dessus, on comprend que t'as fait ta formation, mais à travers ça, t'as continué le management et tout ça. Mais là, il faut quand même que tu mettes beaucoup de temps là-dedans.
comment ça s'est passé les premières années? Parce que, je veux dire, tu veux faire ta place en tant que maquilleuse, mais en même temps, faut que tu mettes du pain puis du beurre sur la table, puis là, c'est comme t'as les enfants, puis là, wow, c'est rock and roll! je dirais que quand je regarde mon parcours, je trouve vraiment que j'ai eu un beau parcours, parce que quand je te disais, j'ai terminé l'école, j'ai bâti mon portfolio, j'ai construit mon site web, j'ai fait mes cartes d'affaires, et il y a une photographe dans le groupe avec qui j'ai travaillé qui est venue me voir un jour puis m'a dit « Tu devrais aller voir une agence qui représente des maquilleurs, coiffeurs, stylistes. Je suis sûre que tu serais capable de rentrer dans une agence, t'as la personnalité. » Là, j'étais comme « Ouf! » C'est très difficile de rentrer dans une agence parce que t'es qui, t'as travaillé avec qui, d'où elle sort cette fille-là, elle a fait quoi dans la vie, fait qu'elle vient de sortir de l'école, on n'est pas intéressé à la voir. C'est normal, les agences veulent travailler avec des artistes d'expérience. Donc, je me suis quand même lancée, j'ai dit, ben pourquoi pas, je vais essayer. Que je me rappelle encore, en décembre, je les ai appelés. Ils m'ont dit, Suzanne Morales, oui, on a entendu parler de toi. On aimerait ça te rencontrer, mais viens en janvier. Oui, c'est vraiment dès que j'ai fini l'école, oui, vraiment. Oui. Mais là, je vais juste mettre en contexte, c'est une agence qui supporte les artistes maquilleurs? Oui, fait que c'est une agence professionnelle qui, les clients vont les contacter puis vont dire, OK, j'ai besoin d'un artiste maquilleur. C'est ça, pour tel et tel contrat. Exact, pour les magazines, pour du corpo, pour événementiel, c'est beaucoup. Fait que c'est super intéressant. Si tu as la chance de commencer à travers une agence, c'est fantastique, ça t'ouvre beaucoup de portes. Donc, je les ai rencontrés en janvier. Je m'en rappelle encore, puis ils m'ont aimé, ils ont mis mon portfolio, puis on s'est dit, OK, on va te prendre. Et ils ont fait la meilleure chose sérieux, j'ai été bénie. Quand j'ai commencé, ils m'ont mis en tant qu'assistante maquilleuse. Donc, j'ai assisté les seniors. Vraiment, les maquilleurs d'expérience. Ça, c'est la meilleure école. C'est mieux que l'école. Oui, c'est la meilleure école. Assister les seniors, tu vois leur façon de travailler, les outils qu'ils utilisent, le maquillage qu'ils utilisent, les produits et tout. Tu vois la coiffure, parce que maintenant aussi, en tant que maquilleuse, tu vas également faire la coiffure. Tu n'as pas le choix, fait que je me suis débrouillée aussi en coiffure sans avoir été à l'école de coiffure, parce que moi, c'est vraiment de la mise en pli. Je ne m'avais jamais intéressée par la coloration, couper des cheveux. Donc, j'ai commencé à les assister et ça m'a tellement apporté oh mon Dieu, je suis tellement reconnaissante que l'agence a pris cette décision. Et par la suite, dès qu'ils voient que tu es capable d'être seule, ils t'envoient en contrat seul. Donc, j'ai commencé mon premier contrat corpo. Je me rappelle encore, c'était un corpo. Oui, puis est-ce que ça s'est bien passé? Le stress! Est-ce que ça s'est bien passé? Bien sûr! God. C'est sûr, tu devais shaker en maquillant. Ça doit faire des lignes tout croche. Le stress! Mais, tu sais, on apprend avec l'expérience. J'en ai fait des erreurs. Puis c'est correct de faire des erreurs. C'est normal. Ben, c'est ça, là. Tu mets un petit peu de Q-tip démaquillant. On recommence. Non, mais attends, quand tu commences, tu sais pas vraiment comment faire les corrections. En passant, tu penses que tu dois tout recommencer. Mais parce qu'on n'a pas la bonne technique. C'est une technique, la retouche en passant. C'est sûr. Mais oui, ça s'est quand même bien passé. J'ai été représentée par cette agence pendant, sais-tu, 2 ans. 2-3 ans, puis après, elle a vendu son agence, la personne qui est partie de l'agence, parce que c'était trop pour elle. Donc, elle a vendu l'agence, puis je me suis retrouvée avec une autre agence, parce qu'elle a transféré ses clients à travers une autre agence. Mais c'est ça, le manque de temps. Moi, je travaillais à temps plein. Je pouvais pas dire oui. Des fois, je prenais des journées de congé pour justement aller faire des contrats en maquillage. J'ai vraiment, à cause de ma seniorité en tant que gestionnaire, j'avais vraiment une flexibilité d'horaire. Heureusement. Oui, mais à un moment donné, il y a des limites. Tu peux pas prendre 3 jours de congé par semaine à toutes les semaines. Ben oui, mais c'est que tu fais, t'es tout le temps malade. Non, je vais maquiller les gens. Ou qu'est-ce que je faisais, c'est que je changeais mon horaire. Fait que je faisais, on appelle ça des shift trades ou peu importe. On changeait mon horaire. Fait que, exemple, j'étais dit le 8 à 4, puis on m'engageait pour un contrat de 8 à 4. Ben, je travaillais à 6 heures ou à 5 heures le soir, puis je terminais à 10 heures le soir. Oui, des fois, je faisais ça, ou je prenais une journée de congé, ou je déplaçais cette journée pour un samedi, ou tu comprends, pour me donner la chance d'avoir l'expérience. Oui, je comprends, mais là, à un moment donné, je comprends que t'as du fuel, là, mais c'est quand que t'as fait je sais que t'as pas totalement fait le switch,
parce que tu le fais, mais plus de façon, en tout cas, ça semble plus être du travail autonome, là. Tu sembles avoir une plus grande flexibilité. Mais est-ce qu'il y a eu un point est-ce qu'à un moment donné, c'était trop? Moi, je pense que je l'ai eu de mon père. Mon père, c'était un workaholic. Je sais pas comment le dire en français, workaholic. Ouais, il est sur le bord d'être dans le dictionnaire en français. Je sais pas comment c'est. Mais quelqu'un de très travaillant. Très travaillant. Travaille beaucoup. Ouais. Oui, 7 jours sur 7. Puis, mais qu'est-ce qui est bien, c'est que j'ai toujours été quand même le soir avec les enfants. On prenait toujours le temps de souper. De toute façon, pendant la journée, ils sont à l'école. Fait que, le monde, quand ils entendent ça, c'est comme « Oh mon Dieu, elle était jamais là. » Mais non, mais c'est parce que les enfants, de toute façon, ils sont à l'école, ils sont à la garderie. Ils sont... Fait que par le temps que t'allais les chercher, ils rentrent 6 heures. Puis je travaillais pas 24 heures sur 24. Fait que j'étais avec eux le soir. Puis des fois, les fins de semaine, après, j'ai commencé à prendre beaucoup de contrats les fins de semaine. Fait que de temps en temps. Mais les contrats, ça dure toujours la journée. Fait que j'étais toujours là le soir. Fait que j'ai manqué quelques samedis, c'est sûr, mais en général, j'ai quand même été très présente. Puis, mes enfants me le disent, oui, maman, c'est vrai que tu as travaillé beaucoup, mais tu as toujours été là pour nous. OK, fait qu'il n'y a pas eu un manque à ce niveau-là. Puis ils sont capables de te le communiquer, parce que c'est tout le temps une inquiétude, en plus que ça te passionnait et tout ça. Puis d'essayer de trouver un équilibre là-dedans. Oui, trouver l'équilibre, je te dirais pas que c'est facile, puis que c'est rose, puis la vie est belle. C'est quand même un défi. T'es fatiguée aussi, tu travailles beaucoup. La gestion, ça prend beaucoup de ton temps aussi. C'est très... c'est pas physique, hein, mais c'est très mental. Tout ce qui est mental. La charge mentale. Ah oui, la charge mentale, c'est très épuisant. Mais j'étais jeune, j'imagine, j'étais capable, pour moi, j'avais toujours de l'énergie. Puis je pense que quand t'es passionné puis que t'arrives à faire qu'est-ce que t'aimes vraiment, on dirait que l'énergie déborde de partout. Je sais pas comment l'expliquer. Mais est-ce que quand même, t'avais du temps pour toi? Est-ce qu'il y a... Tu sais, étais-tu quand même capable de combler tes propres besoins personnels, ou ça le faisait de facto, ou de tendre vers cet équilibre-là, tu te sentais complètement épanouie? J'ai eu la chance, en tant que gestionnaire, ils nous offraient une masseuse. Fait que je prenais des massages pendant le travail. Fait que je me suis gâtée. Moi, j'adore un massage. Ah oui, mais moi, c'est même pas une gâterie, c'est un essentiel. Puis moi, c'est pas genre un massage où on me flatte, là. C'est genre, pendant 1 heure, il est là, la tension. Je suis comme, je sais, je suis une boule de stress parce que aux 3 semaines, genre, faudrait que j'y aille aux semaines tellement que c'est... Il y a tellement de l'énergie qui circule dans ce corps-là que à chaque fois que je le vois, je fais une parenthèse, mais à chaque fois que je le vois, je dis j'ai dit, hey, tu chômeras pas avec moi, hein, tu le sais. Il part tout le temps à rire parce que il y a du travail, mais OK, fait qu'il y avait quand même ces soins. Tu prenais quand même du temps pour toi. Oui. En tout cas. Parce que ça, c'est important. Tellement, là, mais c'est ça, mais... Oui, j'ai toujours même été très coquette au niveau du maquillage dans mes contrats. Puis des fois, je me faisais juger. « Ah, t'es trop maquillée. » J'ai dit « Moi, j'aime ça me maquiller. » Parce que beaucoup de maquilleuses vont dans des contrats sans maquillage. Puis c'est drôle, on penserait le contraire. Mais ils sont tellement occupés, puis c'est correct, là, sans porter de jugement. Mais elles se maquillent pas. Fait que moi, j'arrive avec mon beau veston, avec mon beau rouge à lèvres rouge, le gros make-up. Mais tu sais, gros make-up, on s'entend, c'est rouge à lèvres, eyeliner, mascara, là, mais c'était... Des fois, je me faisais juger, puis c'est trop pour un plateau, ou c'est trop pour une série, ou c'est trop pour... Puis, mais ça, pour moi, hein, que tu me juges, c'est bien correct, t'as le droit, mais moi, si je me le sens bien, je le fais pas pour toi, je le fais pour moi. Puis j'aime être coquette, puis si t'aimes pas ça, ça te dérange, ben too bad, so sad! Je vais continuer à le faire! C'est ça, fait que c'était comme une façon... C'était une autre façon pour toi de prendre soin de toi à travers ça, exact. À travers cette espèce de marathon-là. Parce que, est-ce qu'à un moment donné, là, t'as fait « OK, j'aimerais plus passer de temps », c'est quand que t'as comme tiré sur le frein de la manager pour peser sur le gaz de la maquilleuse, là, tu sais? Ben, attends, quand j'ai commencé en maquillage avec l'agence qui représentait les artistes,
j'ai commencé en mode. Après, j'ai commencé à rêver petit à petit, en faisant beaucoup de contrats. J'ai touché quand même beaucoup de contrats que j'aurais pas nécessairement eu la chance de faire si tôt. Mais après, j'ai commencé à voir la télévision, puis c'était comme un rêve. J'ai dit, je veux commencer en télévision. Mais rentrer en télévision, dans ce temps, c'était très difficile. C'est pas si facile. Mais je pense que le destin t'envoie où est-ce que tu dois aller. Comme je te l'ai dit aussi, un jour, l'agence, c'est drôle la vie, l'agence m'appelle, me dit, Suzanne, est-ce que tu es disponible pour photoshoot, une séance photo pour une nouvelle émission qui va commencer l'année prochaine? Ils vont maintenant faire la promotion de leur émission, puis ils ont besoin d'une maquilleuse coiffeuse pour leur photo. J'ai dit, ben oui, bien sûr, et j'arrive sur place, et c'est qui? C'est pour l'émission en anglais. J'ai commencé du côté anglophone, Breakfast Television Montreal, qui n'existe plus maintenant, mais c'était tellement une belle expérience. Et c'était Alexandre Despatie, l'animateur. Et, il est déjà animé en anglais? Oui! Et Joanne Bracras, oui. Oh, wow! OK. Oui, tu m'en apprends une bonne. C'est comme ça qu'il a commencé, c'est fascinant. Hein? Ah, ouais, je pensais pas qu'il avait commencé en anglais. Donc, puis ça... Petite parenthèse. Oui, c'est drôle, hein? C'est drôle parce que je travaillais pour Rogers, qui, pour être spécifique, je travaillais pour Fido, qui appartenait à Rogers. Et Rogers avait d'autres divisions d'affaires et une d'entre elles, c'était les médias. Et Breakfast Television appartenait à Rogers. OK, fait que tout est dans tout, là. Oui, c'est drôle la vie, hein. Puis Alexandre puis Jeanne m'ont adoré puis ont demandé que ce soit moi la maquilleuse pour le show. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé en maquillage. C'est drôle, hein? J'aurais jamais pensé commencer si vite en télé. J'ai fait 5 ans. C'était vraiment, encore une fois, un petit peu folle. C'était oui, c'est vrai. 5 ans. Ouais, conclut dans ça, là. Émission du matin. Je me réveillais à 3h30 du matin. J'ai commencé à 4h du matin et je terminais à 8h30 du matin pour aller travailler de 9h à 5h. C'est comme ça que j'ai commencé à la télé parce que je voulais tellement cette expérience de télévision. God, mais c'est fou, là. Puis là, il n'y a pas de sieste là-dedans, là. Je veux dire, puis là, c'est border les enfants le soir. Moi, je capote, j'en reviens pas. Mais je fais beaucoup de power nap. Moi, j'adore les power naps. J'adore les power naps, mais tu sais, quand même, là. Oui, fait qu'au dîner... C'était débile, là, ton affaire. Oui, c'était débile. Mais attends, je veux juste dire, pendant 5 ans, j'ai fait ça, mais c'est 2 semaines de rotation. Ce qui veut dire 2 semaines oui, 2 semaines non. 2 semaines... Fait que j'étais avec une autre maquilleuse. Fait que les 2 semaines que j'étais off, entre parenthèses, en télé, ben, je continuais en gestion... sans avoir le maquillage. Oui, je comprends, mais là, c'est parce que pour l'avoir fait l'horaire du matin, là, c'est rough ce système en tabarnouche, puis ça prend du temps quand même au niveau de l'horloge biologique à s'adapter. Même il y en a qui font de la radio puis de la télé encore depuis plusieurs années, puis le corps s'habitue même pas. Fait que là, d'être en rotation même. Puis en même temps, mettons ça en perspective, il y a les policiers, il y a les infirmiers, il y en a beaucoup qui font des rotations de chiffres comme ça. Mais souvent, ils vont se coucher après, ils n'ont pas un autre corps de travail, là. C'est vrai. La petite nuance. Mais je sais pas, j'avais un feu en moi qui me disait tu dois le faire. Puis dès que j'ai commencé l'émission, j'ai eu des papillons. J'ai tout de suite su que la télévision c'était pour moi. Je sais pas comment l'expliquer. Et dans cette émission, ils sont également, la productrice est venue me voir pour me demander 1 an après, parce que je l'ai fait pendant 5 ans, pour que je puisse présenter des chroniques de maquillage en anglais une fois par mois. C'est comme, on me demande à moi, j'ai rien demandé. Encore une fois, c'était mon destin. Et j'ai commencé à présenter des chroniques de maquillage sans expérience. Aucune expérience en animation. Et j'ai commencé en anglais en plus avec mes chroniques de maquillage. Puis par la suite, ça m'a aussi ouvert la porte de télévision francophone avec l'Actis. Donc j'avais commencé déjà à travailler de temps en temps avec j'avais eu des contrats Actis, puis j'ai commencé à avoir mes heures pour avoir vraiment ma permanence. Donc, c'était un beau parcours. Et pour répondre à ta question, c'est quand que j'ai vraiment eu le déclic de dire, OK, qu'est-ce que je choisis en Mais c'est parce que c'est une grosse décision quand même, là. Tu sais, ça demande beaucoup de réajustement, de peser les pour et les contre, puis tu sais,
parce qu'il y a quand même cet aspect-là de travailleur autonome que, ben, tu dépends quand même du travail pour travailler en quelque sorte, tu sais. Oui. Même si quand tu commences à faire ton nom, tu es capable de... le téléphone sonne et tout ça, mais il y a quand même cette instabilité-là qu'il y en a qui sont moins capables de gérer ça que d'autres. Sauf que c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix, là, puis c'est bien beau rouler de même à 120 pendant des années, mais à un moment donné, le corps doit te rattraper, je peux pas croire. Exact. Mais je te dirais que je m'assurais de bien dormir, puis j'ai toujours été quelqu'un qui dort vraiment bien. Ça m'a beaucoup aidé. Oui, vraiment, ça c'est sûr, parce que là, si l'insomnie embarque là-dedans, écoute, le melting pot de feu, ça ne fonctionne plus à un moment donné. Mais c'est ça, finalement, c'est quand? En passant, j'ai toujours été extrêmement performante au travail. Je fais que j'étais madame performante. J'en doute même pas. Je gagnais tellement. Il y avait plein d'initiatives dans les centres d'appel. Ils avaient plein d'initiatives dans ce temps-là, puis je gagnais tout. J'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai pas gagné? C'était tellement fun. Fait que je m'amusais des deux côtés. Fait qu'un jour, 20 ans après, j'ai eu une décision à prendre parce que mon poste que je faisais, le dernier ce que je faisais, c'est que je coachais l'équipe de leadership, toute l'équipe de tous les départements. C'est vraiment le fun. Ça, c'était le fun. Ah, mon Dieu. J'ai été formée par le ICF, tu connais la Fédération internationale de coaching. Okay. Ils sont venus à Fido, puis ils nous ont formés. C'était une formation formidable. Ils ont enseigné la neuroscience, le neuroleadership. Éventuellement, ils m'ont choisi pour justement coacher l'équipe de gestion. On parle d'une centaine de gestionnaires. Je l'ai fait pendant 5 ans. C'est vraiment le fun. C'est vraiment ça qu'on faisait, du shadowing. Je les aidais, je développais des formations pour les aider dans la gestion du stress, comment gérer des conversations difficiles, courageuses, comment gérer les employés difficiles. Fait que c'est vraiment avec des techniques de coaching que j'ai beaucoup aidé. Et tout ça, parce que j'ai vu qu'il y avait cette opportunité. Puis tu vois, encore une fois, j'ai pas d'études là, mais j'ai toujours eu cette curiosité d'apprendre. Puis qu'est-ce que je faisais? C'était vraiment une job qu'un coach de ICF rêve d'avoir. Là. C'est comme tu fais du coaching à 100% à chaque jour pendant 5 ans avec des leaders. C'était le fun. J'ai adoré, j'ai appris. Puis mon poste a été aboli. Fait qu'ils sont arrivés avec une lettre. Ils m'ont dit, soit tu prends un forfait de départ ou soit tu retournes à ton ancien poste. Et dans la vie, on regrette pas. Donc, j'ai pas voulu retourner. On avance. Je pense qu'il était temps pour moi. Est-ce que je l'aurais fait par moi-même si j'aurais pas eu ça? Je sais pas. Peut-être que oui, je sais pas. Mais je me plains pas parce que j'ai eu un beau forfait de départ. J'ai pris le forfait de départ et c'est là que je me suis vraiment lancée à 100% en maquillage. Et sérieux, c'est là que j'ai vu toutes les possibilités. Parce que, sincèrement, quand t'es vraiment dans ta zone de confort, tu sais, j'avais mon coussin financier, j'étais bien, je travaillais à temps plein, j'avais un bon salaire. Fait que le maquillage, c'était de l'extra, c'était toujours un bonus pour moi. J'osais pas laisser ce travail trop confortable, mais je pense que c'est vraiment quand tu sors de ta zone de confort que tu pousses tes limites encore plus, puis que tu te permets d'essayer de nouvelles choses. Puis tant et si longtemps qu'on reste dans notre zone de confort, on va jamais être capable de découvrir ce toi qui est en toi, qui est puissant, on a plus on voit pas plus que qu'est-ce qu'on on se voit dans le miroir, on pense qu'on est qu'est-ce qu'on est, mais on est plus que qu'est-ce qu'on voit. Mm-hmm. Fait que ça m'a tellement poussée à me découvrir encore plus, puis à découvrir une autre facette que je connaissais pas de moi. Fait qu'être travailleur autonome, tu sais, je dis pas que c'est toujours facile, mais ça t'apporte, c'est une expérience enrichissante. Puis pas avoir ton horaire de 9 à 5, puis d'avoir un horaire varié, puis d'avoir des journées de congé, c'est jamais pareil. Pour moi, ça me représente plus et je sens plus une liberté, je me sens comme un oiseau là qui vole, puis il y a une liberté que j'avais pas nécessairement avant, parce que quand tu travailles pour une entreprise, tu dois faire tes 40 heures, puis voici ton horaire, puis t'es pris avec cet horaire-là. Maintenant, je peux me permettre d'accepter, de refuser, de jouer avec un horaire. C'est un autre monde, complètement différent. Ça me rejoint tellement ce que tu dis, parce que
je trouve ça fort, tu sais, l'auto-éducation. Puis là, c'est plus que de l'auto-éducation parce que t'étais épaulée là-dedans, c'était financé, mais en même temps, tu y es allé de ton propre chef. Tu les as pris, les formations. Elles étaient offertes à toi, puis t'as comme, ben oui, tu sais, de toujours apprendre plus. Puis moi, c'est ce que j'ai constaté en terminant l'université. Il y avait cette espèce de vide, de ma soif d'apprendre. Puis là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lis? Fait que là, je m'éduque de façon différente, tu sais. Autant d'aller. J'ai toujours voulu essayer de faire de la couture. OK, j'essaye ça. Tu sais, d'essayer de stimuler ça. Fait que, tu sais, je trouve ça beau de t'entendre parce que oui, moi, j'ai fait des études, mais ce désir, cette soif d'apprendre là est toujours là. Puis je pense que ça revient un peu à la base que l'éducation, c'est tellement important. Peu importe de la façon qu'on s'éduque, je pense que c'est la base, c'est ce qui nourrit l'humain, tu sais, de n'importe quelle façon, que ça soit un DEP, un AEC, tu sais, que toutes les formations sont bonnes pour nous faire grandir. Fait que, tu sais, de voir que toi, t'as passé par un autre chemin, mais dans le fond, ça t'a tellement nourri, puis t'as juste saisi les opportunités une à une parce que t'avais cette drive-là. Moi, je trouve ça magnifique, là. C'est une partie de ta tête de cochon qui a fait « Hey! J'ai le goût, go! » Tu sais, de pas se bloquer, puis quand t'as cette opportunité-là, c'est tellement fantastique, tu sais, il suffit de la saisir. Je trouve ça magnifique. Je pense qu'on se restreint puis par la peur souvent, mais c'est la peur qui nous empêche, peur de pas réussir, peur on est pas assez bon, peur de que tu vas pas être capable, peur de c'est trop compliqué, tu sais, on a plein d'excuses, mais c'est la peur qui nous bloque beaucoup, c'est un bloquant, la peur, mais quand tu vas au-dessus de ta peur, puis que tu oses faire autre chose, puis je l'ai vu dans le monde de la gestion, beaucoup de monde sont confortables dans leur poste, puis c'est correct, là. Mais si tu vois que tu es plus heureux, puis tu te re-questionnes, n'hésite pas à essayer quelque chose de nouveau dans l'entreprise. C'est pas partir de l'entreprise, OK, mais essaye quelque chose de nouveau parce que c'est là que tu grandis et que tu te rends compte aussi que, finalement, j'aurais dû faire ça ou j'aime mieux faire ça ou je vais changer de département, je vais aller dans tel département qui va plus me pousser à faire autre chose. Fait que c'est important de ne pas rester dans sa zone de confort. Puis ça, j'aurais dû même le faire. Quand je regarde en arrière, j'aurais pu le faire depuis plus tôt parce que même moi, j'étais comme « Oh non, je pense pas que je vais être gestionnaire, je vais pas être capable. Oh non, j'ai besoin d'un diplôme. » J'avais toujours des excuses. J'aurais pu le faire beaucoup plus tôt. Puis j'aurais pu encore plus me pousser si j'aurais encore plus cru en moi. C'est drôle, hein? Pourtant, je croyais en moi, mais j'aurais pu encore plus me pousser. Mais justement, ça a été quoi les plus grosses périodes de doute? Parce que c'est sûr que quand tu prends des grosses décisions comme ça, même si tu as une confiance en toi qui est là, la confiance en soi ne vient pas sans le doute, je pense, là, parce que de se re-questionner, de se remettre en question, ça fait en sorte que tu vas plus loin, tu sais. Mais est-ce qu'à certains moments, t'as songé à tout lâcher, tu sais? Parce que tu raidais tellement vite que tu t'en rendais même pas compte, là, tu sais, mais y a-tu des moments comme ça, des moments plus charnières où t'as fait « OK », t'as comme pris une pause, t'as réanalysé, puis là, t'as fait « OK, je m'en vais dans quelle direction? » Ça t'es-tu arrivé, ça? Oui, quand la vie t'envoie des coups durs, pour moi, un coup dur, ça a été quand Breakfast Illusion a terminé. Je me suis re-questionnée quand ils ont annulé l'émission. Je me dis, est-ce que c'est ça que je veux continuer à faire, travailler le matin comme ça? Tu sais, parce que seulement, ça te shake, hein? Là, je me suis rendu compte que non, effectivement, ça m'intéresse plus de travailler tôt, à 2h, 3h du matin. Ça m'intéresse plus. C'est correct de l'avoir essayé, puis je suis contente de l'avoir fait. Fait que ça te re-questionne. Après ça, j'ai eu mon forfait de départ, fait que ça te re-questionne, ça te redirige ailleurs. Tous les coups que tu reçois dans la vie. J'ai eu mon divorce. Après, ça m'a redirigé ailleurs également. Puis ça m'a... Oh mon Dieu, tu sais, j'ai toujours dit, c'est la meilleure chose que j'ai fait, c'est de me marier, c'est le père de mes enfants. La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est le divorce. C'est fou quand même. Oui, parce que quand tu reçois des coups durs, ça te fait grandir tellement, ça te fait découvrir un autre aspect que tu connais pas de toi-même. Puis tu sais, j'ai toujours été forte, résiliente, mais ça m'a fait encore plus me valoriser. Je me suis encore plus valorisée à travers l'expérience
j'ai été capable, tu sais, de retrousser mes manches puis d'avancer puis de dire, OK, bon, oui, ça fait mal. Oui, je suis en peine d'amour, mais on avance. Il a fait son choix, puis c'est correct. Il y a autre chose que ça. Tu sais, la vie, il y a toujours autre chose, mais on s'attache trop. Fait que, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est vraiment à lâcher prise. Et Puis c'est dur, ça. très difficile. Mais je pense que c'est un défi de vie, là. oui, de lâcher prise. De tendre vers ça, c'est déjà bon. oui. Mais est-ce que tu considères quand même que tu as réussi? Ou en tout cas, tu étais dans cette direction-là de lâcher prise? Je pense que c'est un travail constant. Oui, présentement, si tu me demandes, Suzanne, est-ce que tu as réussi en ce moment? Je dirais oui. Est-ce que ça veut dire que je vais toujours être capable de lâcher prise? Peut-être pas. Ça dépend quel autre coup la vie t'envoie. Ça dépend. Mais je pense que oui. Sincèrement, je pense que je vais toujours aller dans cette direction parce que je suis quelqu'un de très spirituel. Et puis, il faut apprendre à lâcher prise. Puis, tu sais, quand on parle de lâcher prise, c'est pardonner. Tu sais, j'ai pardonné à mon père. J'ai analysé beaucoup ma mère pour essayer de la comprendre dans sa réalité, dans qu'est-ce qu'elle a vécu. Je suis capable de m'auto-évaluer, de me re-questionner, de savoir quand que je fais bien les choses, quand je les fais pas bien. Je me suis toujours parlé. Mais des fois, on est trop dur sur nous-mêmes, puis ça, il faut apprendre justement à lâcher prise. Fait que c'est un gros travail constant. Qui, comme tu dis, est pas facile, mais quand tu focuses là-dessus puis que tu t'en vas dans cette direction, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est comme t'as une petite alarme là, qui sonne, tu dis hey, Suzanne, lâche prise, ça ne s'en va pas dans la bonne direction parce qu'à la fin de la journée, stresser, en vouloir à quelqu'un, être amère, avoir de l'angoisse, ça t'emmène absolument rien. Fait que le lâcher prise t'aide justement à te détacher et à t'aider à avancer, mais sainement. C'est un gros travail à faire, mais il faut constamment que je me parle puis que je me récussionne. Fait que je suis toujours en auto-évaluation. Je suis capable de faire ma propre thérapie. Je me parle, je pense que la meilleure thérapie, c'est de regarder dans le miroir puis de te parler. Pour moi, personnellement, puis d'écouter aussi des podcasts comme les tiens, d'écouter les gens inspirants Ouais. qui voient la vie différemment. Parce que on a tendance à focuser trop sur la négativité, on a tendance à focuser trop sur les problèmes, on a tendance à focuser sur les mauvaises choses. Puis je pense que dans la vie, il faut que tu fasses confiance à la vie, il faut que tu lâches prise, il faut que tu vives le moment présent, il faut que tu sois capable de dire est-ce que je suis heureuse aujourd'hui? Hein? Moi, tu me poses la question, Suzanne, est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Je te dirais oui. Je me pose toujours la question, puis c'est pas que... Non, je me pose pas toujours la question. Mais si, exemple, je meurs demain, je me pose la question, est-ce que je vais mourir heureuse? Et jusqu'à maintenant, la réponse est oui. Est-ce que ça veut dire que j'ai accompli tout ce que j'ai voulu accomplir? Non. Mais j'ai lâché prise avec la mort parce qu'on n'a pas de contrôle, on ne sait pas quand on va mourir. C'est pour ça que j'ai beaucoup le moment présent, puis je suis capable de me détacher, puis je suis très positive parce que la vie est trop courte pour être amère ou pour être trop... Je veux pas vivre comme ça. C'est un choix aussi d'être heureuse. Hein? C'est un choix, un mode de vie que tu décides. Puis oui, c'est pas toujours facile. Ça veut pas dire que tous mes jours sont roses, puis la vie est belle, puis non. Mais je me parle, puis je me dis, OK, oui, aujourd'hui, il est arrivé telle chose, ça s'est pas bien passé, mais qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Puis qu'est-ce que je vais faire pour que ça se reproduise pas? On apprend puis on avance, mais si on commence à se morfondre puis à penser oh j'aurais pas dû faire ça, oh mon Dieu pourquoi ça m'est arrivé, oh je suis la victime de la vie, non, je pourrais être la victime de la vie jusqu'à maintenant puis dire oh, à cause de mon père je suis comme ça, à cause de ma mère je suis comme ça, c'est trop facile. C'est quand qu'on prend la responsabilité de notre vie puis qu'on décide d'avancer puis de la vivre différemment qu'on commence à changer, mais ça c'est vraiment une mentalité là de développement constant. Ben, moi, je suis tellement contente que tu parles de ça parce que ça fait partie des choses que je voulais parler avec toi, de cette philosophie de vie qui semble être imprégnée, mais qui est dégagée aussi, tu sais. Puis je me disais, d'où vient ce positivisme inébranlable?
de Suzanne Morales. Tu sais, ça vient d'où, là? Ça, c'est-tu les fibres latines? C'est-tu le bagage? C'est-tu le lâcher-prise? Tu sais, je présume que c'est un mélange de plein de choses, mais est-ce que tu as toujours été positive? Bonne question. Attends, peut-être pas quand j'étais dans le tourbillon de la violence. Je pense pas que j'ai été nécessairement positive. Je pense que j'étais plus misérable, puis triste, puis fait que peut-être qu'en ayant vécu ça, ça m'a fait plus apprécier la vie. Mais t'as pas besoin de vivre la violence pour apprécier la vie, là. C'est pas ça le message du tout. Mais c'est juste que j'ai décidé de pas vouloir vivre de cette façon. Tu sais, moi, quand j'ai eu mes enfants, je savais que j'allais pas les frapper, puis que j'allais pas être avec un homme violent. Puis fait que j'ai fait les bonnes décisions. Je pense qu'on est maître de notre destin. On a plus de contrôle qu'on pense de notre vie. Mais je crois vraiment à la loi de l'attraction. Like attract like, t'attires vraiment qu'est-ce que tu penses. Si t'es négatif, tu vas attirer beaucoup de négativisme. Si t'es positif, tu vas attirer beaucoup de positivisme. Est-ce que ça veut dire que tu vas pas attirer des mauvaises personnes? Non, mais tu vas avoir un détecteur, là, hein, très grand qui va te dire « Oh, cette personne-là, Puis ces gens-là vont moins tendance à aller vers toi. Mais non, c'est un choix. J'ai décidé de vivre de cette façon. Depuis quand? Mais là, tu n'es pas obligé de me donner une date puis l'heure, là. Non, j'ai pas pensé, non, un événement qui m'a fait penser à... Mais j'ai toujours été quand même une personne joyeuse. Puis c'est vrai que dans notre culture, tu sais, la danse, c'est très culturel. Nous, on est des gens qui aiment bouger. Puis oui, mais c'est ça, mais je veux t'entendre là-dessus. Ça prend quelle place, ça, le chant et la danse, dans ta vie? Une grande place pour moi. La musique, ça prend une grande place. À chaque jour, j'écoute de la musique. À chaque jour, je danse, puis devant mon miroir. C'est même si je vais pas nécessairement dans une discothèque, c'est pas grave, mais la musique est toujours dans ma tête. Je pense que c'est important de nourrir ton âme avec qu'est-ce qui te fait plaisir. Fait que c'est vraiment ça que je fais, c'est que je m'assure de faire qu'est-ce que dans le moment présent me fait plaisir. Fait que si aujourd'hui, c'est de bien manger, je vais bien manger. Si c'est de parler avec une amie, je parle avec mon amie. Si c'est d'aller prendre une marche, je vais aller prendre une marche. Mais je vais toujours faire qu'est-ce que je veux faire puis qu'est-ce que j'aime faire. Je vais pas faire qu'est-ce que je veux pas faire. Fait que si tu m'appelles, tu me dis « Suzanne, viens, on va aller faire du kickboxing » puis je veux pas en faire, mais je vais te dire non. Parce que je sais que, par exemple, j'ai pris un exemple banal, mais bon, parce que c'est le fun le kickboxing, mais c'est comme j'aime pas faire le kickboxing. Ouais, mais aujourd'hui, ça me tente pas, là. Non, c'est ça, mais ça me tente pas, je vais pas le faire, c'est ça. Il faut que tu apprennes à dire non, puis il faut que tu apprennes à t'écouter. Il faut que tu nourrisses ton âme avec qu'est-ce que toi, tu as besoin, puis chacun a un besoin différent. Tu sais, il y en a qui triplent là, en entraînement, là, ils ont besoin de se nourrir de ça, puis c'est beau. Mais peu importe qu'est-ce que tu as besoin de nourrir ton âme, fais-le, tout ce qui te fait sentir bien. Puis quand tu as des moments tristes, quand tu as des moments où est-ce que tu te sens pas bien ou que tu es déconnecté avec toi-même, il faut que tu arrives à te sensibiliser puis à te parler puis à te dire « OK, c'est beau, c'est correct, t'es frustré, ça va pas bien aujourd'hui, OK, change maintenant. Tu vas pas rester là-dessus. Tu vas pas rester, tu vas pas aller dormir frustré comme ça. C'est assez. Fait qu'il faut que tu te parles. Je me parle constamment. Ça arrive à Suzanne d'être fâchée? Dérangée plus. Fâchée, non, pas vraiment. Même quand mais je veux dire, c'est une émotion comme une autre, puis je pense qu'il faut qu'on les vive pleinement quand ça arrive. Ça m'en prend un gros pour être fâchée, je te dirais. C'est ça, là. Faut vraiment que tu viennes vraiment... tu sais, que c'est quand... Moi, je te dirais que c'est quand ça dépasse la limite du respect. Tu sais, là, c'est comme... Là, tu vas me fâcher. Si tu fais quelque chose qui est contre mes valeurs, là, tu vas me voir plus, mais je vais me tenir loin de ça. Je vais plutôt t'en parler. Je vais pas commencer à exploser. Je me tiens loin de ça. J'ai vu mon père exploser pendant longtemps. C'est peut-être aussi ça qui m'a fait voir que t'as pas besoin d'exploser pour exprimer qu'est-ce que tu veux passer comme message. T'as pas besoin de crier après quelqu'un pour exprimer comment tu te sens. Puis je pense que la communication, le respect, puis aussi arriver sur un terrain d'entente, vivre et laisser vivre. Tu sais, je suis pas nécessairement d'accord avec toi dans tout ce que tu dis, mais je vais te laisser je vais respecter ta façon de vivre, tu comprends? Puis je vais m'attendre à ce que tu respectes ma façon de penser également. Tu sais, c'est donnant. Donc, si on arrive à avoir des belles conversations enrichissantes comme ça, puis tu m'expliques le pourquoi tu penses de telle façon, moi je t'explique pourquoi je pense de cette façon. À la fin de la conversation, ça veut pas dire que tu vas être d'accord avec moi, mais on a réussi au moins à s'enrichir avec nos expériences.
Fait que je reste toujours très sensible à ça. Fait que je m'écoute beaucoup, je te dirais. Je m'écoute. Puis j'ai encore du travail à faire, hein. Mon but ultime, Sandrine, c'est de Je t'écoute. C'est mon but ultime, c'est de trouver cette harmonie à l'intérieur de moi-même, là, une harmonie, la sereine, où est-ce que il y a que de l'amour, de la paix intérieure, où est-ce que t'es tellement en paix avec toi-même, tellement bien que toutes les choses externes vont pas t'atteindre. Elles sont là. C'est fou, là. Ça, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, oui, je suis pas là. Écoute, j'aurais tellement mille et une questions à te poser encore, là. On dirait que je veux pas que ça finisse. C'est le fun, hein, quand t'es en bonne compagnie. Moi aussi, j'aime ça avoir des longues conversations, surtout quand on commence à toucher le sujet spirituel. Pour moi, il n'y a pas de limite, là. C'est tellement le fun, c'est beau. Je pense que entre nous, on devrait s'encourager constamment. C'est pour ça que j'ai fait le tatou Mudita. Oui, je voulais que tu me parles de ce mot-là. J'ai vu ça passer, là, puis je me suis dit, OK, je veux qu'elle me parle de ce mot-là. C'est un mot d'origine espagnole, je présume? C'est hébreu. Non, c'est hébreu. Non, c'est hébreu? Oui, non, oui. Ah, c'est bouddhiste. OK, parfait. Oui, c'est bouddhiste, excuse-moi. Oui, c'est la philosophie bouddhiste. Mujita, je trouve qu'on vit dans un monde, puis je pense que tu vas comprendre quand je vais te le dire, très compétitif. Malheureusement, il y a de la jalousie, il y a du backstabbing, comment tu dis en français? Il y a des coups bas dans le dos. Des coups bas dans le dos, c'est ça. Il y a de cet esprit compétitif malsain. Puis moi, je crois pas à ça. Moi, je crois pas à la compétition. Je crois que une compétition saine, c'est le fun aussi. Si c'est pour te pousser, puis... Oui, créer du défi, mais de façon saine, non? De façon saine, exactement. C'est bien. Et un jour, j'ai lu dans les réseaux sociaux qu'il n'y a pas de mot dans le dictionnaire qui existe pour le contraire de la compassion. Tu sais, on est très empathique. Tu sais, que les gens sont... on est capable de certaines personnes ont tellement d'empathie puis ils sont capables de vivre l'émotion des gens. Oui, puis c'est puissant, ça. Oui, c'est souvent puissant, les hypersensibles, c'est lié à l'hypersensibilité. Exact. Là. Ouais. Fait qu'ils sont capables d'avoir de la compassion envers la douleur, envers les... Mais il n'y a pas de mot dans le dictionnaire pour célébrer pour le contraire de ce que je suis en train de dire, c'est vraiment de célébrer les réussites, de célébrer le succès des gens. Donc, Mudita, c'est un mot, je comprends ce que tu veux dire. Avec cette philosophie, c'est vraiment la joie ultime. Exemple pour toi, tu dis, j'ai commencé mon podcast, moi, je vais être vraiment contente pour toi, au lieu d'être jalouse ou envieuse envers toi, puis de dire, comment qu'elle ose, elle, faire ça, franchement. Donc, malheureusement, des fois, c'est ça qu'on a comme réaction, qu'on reçoit, je devrais dire. Puis on devrait s'encourager, on devrait être constamment en train de célébrer les succès ou les projets des gens. Quand ça va bien dans ta vie, Mudita, je suis contente pour toi. Je ne veux pas me sentir, oh mon Dieu, Sandrine, elle a son chum puis elle est bien, puis moi je suis pas bien. Non, c'est comme, elle est bien avec son chum, je suis tellement contente pour elle. Ça va bien dans sa carrière, je suis tellement contente pour elle, on célèbre. Fait que c'est vraiment ça que ça veut dire Mudita. Puis je l'ai mis sur mon poignet parce que je veux le promouvoir. Je pense que c'est important de dire aux gens, il y a de la place pour tout le monde, t'as pas besoin de sentir cette jalousie, cette envie envers moi. Je suis pas plus spéciale que toi. On a tous le même pouvoir, on a tous le même potentiel. Tu sais, c'est que si tu veux pousser plus loin, tout le monde a ce potentiel. Fait que t'as pas besoin de sentir cette jalousie envers personne. T'as pas besoin. Mais moi, je me suis donné le défi dans les 2 dernières années environ. Je m'étais donné ça comme résolution, mais tu sais, des fois, les résolutions, on prend ça puis on les tient pas, mais ça, c'était vraiment quelque chose que je tenais mordicus. Puis c'est quand je constate un projet que j'aime, une apparition télé, peu importe, là, tu sais, parce qu'on baigne un peu dans le même milieu, ou même à la maison, ou tu sais, quand tu fais des constats positifs, là, je vais appeler la personne, je vais lui dire, j'ai besoin de ça, puis c'est pas d'être complaisant, puis comme,
d'être têteux, ça n'a aucunement rapport. Tu sais, c'est tellement juste dans l'appréciation, puis on voit tellement de haine, de tristesse, de désespoir sur les réseaux sociaux, ça pollue notre vie. Tu sais, ça a bien des aspects positifs, mais des fois, j'ai l'impression que ça nous nuit plus qu'autre chose, là. Puis des fois, de revenir à l'essentiel, de revenir à l'humain, puis de simplement prendre le temps de dire les choses comme elles sont, mais les belles choses. Tu sais, pourquoi on s'empêcherait? Pourquoi on est là, on critique, mais que quand ça nous plaît, on le dit pas, tu sais? Exact, c'est ça. Fait que c'est important d'être capable de se célébrer, mais également de célébrer les autres. Puis je pense que si on le fait plus, les gens vont être plus heureux, ils vont se sentir moins menacés par le succès d'un autre. T'as pas besoin de te sentir de cette façon. Parce que quand tu te fais confiance, encore une fois, en lien avec ta valeur, tu connais ta valeur, tu te fais confiance, tu sais que tu es capable de te pousser plus loin, puis tu es capable de donner ta place, tout va venir vers toi. La vie va t'envoyer qu'est-ce que tu as besoin. Puis ça, c'est pour tout le monde. Ça s'applique pas juste pour moi, ça s'applique pour tout le monde. Mais je vais te le lire pareil parce que j'aime beaucoup la définition. C'est mieux dit que moi. Mudita. Ok, je t'écoute. Alors, ça dit que ça désigne la joie dans la philosophie bouddhiste ainsi que dans la philosophie hindoue. C'est plus précisément une joie empathique, une joie bienveillante et altruiste qui se réjouit du bonheur et des succès des autres. Wow! C'est tellement beau! Oui, et ce mot-là n'existe pas dans le dictionnaire. Donc, il va falloir qu'on invente un mot, là. On appelle l'Académie française, là, ça n'a pas de sens, voyons! C'est gênant. Donc, il faut qu'on sente cette joie pour tout le monde, cette joie ultime qu'on devrait tous avoir. Mais c'est plate, hein, parce que souvent, les gens, quand ils voient les gens trop souriants ou trop heureux et ils comprennent pas, des fois, on me questionne. Je pense qu'une fois... J'ai ri, celle-là. Je veux même pas dire c'est qui, puis c'est où. Mais il y a une prod où est-ce que j'ai travaillé et une des personnes a dit, puis sincèrement, j'ai tellement ri, puis ça me dérange tellement pas parce que si c'est pour travailler pour une prod comme ça m'intéresse pas. Mais la prod, la personne en question a dit, oh non, moi, je veux pas Suzanne, elle est trop joyeuse, elle est trop heureuse. Entendu ça parce que ça m'a tellement pas dérangé de perdre ce contrat parce que ça m'intéresse pas. Puis je pense que t'apprends avec le temps à vraiment aller vers les contrats qui sont plus intéressants, puis ça vient vers toi également. Puis moi, ma joie de vivre, je veux pas la perdre pour personne. Puis si ça dérange, mais tout bad so sad. C'est drôle, hein, quand même. Quand j'ai entendu ça, je suis partie à rire parce que c'est oh my God. Mais ça dérange, je trouve ça beau. Ça dérange. Mais oui, mais c'est ça, mais je trouve ça bon en plus. Puis moi, je te comprends là-dessus parce que j'ai souvent, puis même encore aujourd'hui, je travaille là-dessus, puis je me parle parce que des fois, c'est ce qui crée un doute. Mais j'ai l'impression de déranger. J'ai vraiment cette impression-là. J'ai l'impression que... Pas que je veux trop, parce que je pense pas qu'on peut trop vouloir trop, mais quand je décide que je défonce une porte, là, je serai pas genre « Ah, faut que je trouve la clé. » Non, hey, on la défonce, la porte. C'est là, puis tu sais, mais je te dis pas que je suis de même à 100%, puis oui, le doute existe, puis des fois, je suis comme « Ah, OK, je suis pas sûre, j'ai peur. » Tu sais, mais en même temps, quand j'ai une idée en tête, tout ça, puis j'y vais, là, j'ai pas peur de tenir mon point, puis à un moment donné, je veux dire, tu sais, ça sera jamais dans l'irrespect, ça, c'est vraiment important, là, le respect, c'est la base, mais cette espèce de déranger, tu sais, voyons, elle sourit trop, voyons, elle réussit trop, voyons, on peut-tu, ça revient à ce que tu disais, on peut-tu célébrer l'autre, puis propulser l'autre au lieu de le rabaisser? Puis moi, ça me vient à parler du sourire, justement, parce que ça, c'est une phrase qu'on retrouve partout, sur ton site web, ton Instagram. Et là,
Écoute, je suis comme, sourier, c'est une thérapie gratuite. Hey, non, mais c'est-tu un beau dicton, ça? J'adore. Je trouve ça écœurant. Je l'ai depuis... On fait des chandails. Oui, définitivement. J'ai des souliers avec... Ben, je le sais, je les ai vus en plus, parce que là, je voyais la version anglaise. J'étais comme, OK, je vais essayer de la traduire comme il faut. Mon anglais est très bon, mais je voulais vraiment être à la hauteur de ta citation. Fait que finalement, je l'ai vu sur ton... Oui, je l'ai vu sur ton soulier, c'est une des photos. Je suis comme, OK, parfait, je vais la retranscrire. Je vais être sûre de bien la dire. Puis à travers les années, j'ai toujours eu la même signature dans mes courriels. Ben, je l'ai à ce jour d'ailleurs, mais depuis que j'ai commencé en gestion, j'ai toujours écrit sourire, c'est une thérapie gratuite, souvent c'est free therapy, puis tout le monde se rappelle de ça, les gens le retiennent. Mais c'est tellement vrai, pourquoi payer pour quand toi-même tu peux créer ton propre bonheur? On a plus de contrôle qu'on le pense. On dépend de que quelqu'un nous rende heureux. Non, c'est toi qui te rend heureux. Si tu travailles avec toi-même, tu arrives à être connecté, tu vas réussir à trouver ce bonheur, cette joie. Moi, je dépends pas de mes enfants pour être heureuse, je dépends pas d'un homme pour être heureuse, je dépends de moi-même pour être heureuse. Et c'est là que ça fait la différence. Quand t'es bien avec toi-même, tu sais, c'est justement quand des choses comme ça arrivent, puis on te dit « Oh, on t'a pas pris parce que t'es trop joyeux. » C'est comme, ça vient pas te déranger, ça m'a tellement pas dérangé. Non, mais là, pauvres autres. Mettons que c'est une prod plus conservatrice. C'est ça. On n'embarquera pas là-dedans, mais quand même, je veux dire. Moi, j'arrive avec mon énergie, ça dérange. C'est correct. Je termine toujours mon podcast avec un segment qui s'appelle « Les 3 petites questions ». Et c'est 3 questions que je pose à toutes mes invités qui sont exactement les mêmes en fin de podcast. Puis je trouve ça intéressant parce que ça amène vraiment la couleur de chacune de mes invités à travers les mêmes questions. Donc, les 3 petites questions pour terminer. La première, qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Qu'est-ce qui fait de moi une tête de cochon? C'est que j'ai appris à m'écouter. Puis quand je suis pas d'accord, puis quand je vois de l'injustice, je suis capable de mettre mon pied à terre puis de dire non, ça marche pas. Fait que ma tête de cochon vient du fait que je me re-questionne constamment, puis de pas accepter qu'est-ce qu'on te dit que c'est ta réalité, qu'en réalité, tu sais qu'il y a possiblement une autre réalité. Je sais pas si je suis claire quand je dis ça. Non, recommence. De pas m'arrêter aux croyances qu'on m'a données. OK. Et de revoir, questionner ces croyances pour voir une autre perspective. De brasser la boîte, là. Oui. Fait que ma tête de cochon, moi, je re-questionne tout. Tu sais, moi, je suis pas de la génération de ma mère où est-ce que tu me dis va à gauche, je vais aller à gauche. Je vais aller à gauche, mais il faut que tu m'expliques pourquoi. Puis si je suis pas d'accord, moi, je continue à droite. Fait que c'est plus moi. Puis dans le bon sens, là, pas pour juste être tête de cochon. Je pense que c'est bon d'être une tête de cochon parce que ça te donne la possibilité de te surpasser. Et souvent, être tête de cochon, tu vas avoir beaucoup de monde qui vont pas être d'accord, ils vont te re-questionner, ils vont essayer de même t'arrêter. Et ça t'aide pas. Puis quand tu arrives à justement être tête de cochon, il y a beaucoup d'avantages à te surpasser encore plus. Fait que le fait que je m'écoute beaucoup fait que je suis une bonne tête de cochon. J'adore cette réponse. La deuxième question, quel conseil donnerais-tu aux autres têtes de cochon qui désirent foncer? Oh, bonne question ça. Qu'est-ce qui pourrait... Attends, il y a tellement de choses qui me viennent en tête, mais le conseil ultime que je donnerais, c'est... Mais il peut y avoir des S, là. Quel conseil pour des S? C'est de continuer à croire en eux. Une tête de cochon, ça suit son instinct. Mais de le faire de la bonne façon. Dans le sens où des fois, ça peut se tourner contre toi, tête de cochon. Tu vas pas mettre à risque ta famille pour ton rêve, tu comprends? Qu'est-ce que je veux dire? Tu vas
Fait que de le faire de la bonne façon, mais de continuer à pousser tes limites, puis de pas se décourager, parce que souvent, quand on était des cochons, puis on croit à un rêve, on se retrouve avec beaucoup d'obstacles, puis c'est facile de baisser les bras, puis de dire d'abandonner, puis de dire non, non. Fait qu'il faut continuer à croire, à visualiser ton désir, ton projet, puis de foncer, puis puis des fois, si tu dois prendre du recul puis t'arrêter, c'est correct. Prends le temps de t'arrêter, puis reprends ton projet après. Puis c'est correct, on est humain, hein. Les choses vont pas se créer du jour au lendemain, mais ultimement, c'est de continuer à croire en toi, puis de foncer. C'est vraiment ça. Je pense que... Mais souvent, les têtes de cochon, c'est des gens qui croient beaucoup en eux. Fait que je pense pas que c'est un problème. Mais c'est juste que quand tu te retrouves avec des obstacles, de remonter tes manches, puis de continuer à avancer, et de revoir tes façons de faire aussi. Des fois, on pense que juste une façon, c'est la bonne, mais des fois, si on travaille d'une autre façon, ça peut nous aider à nous envoyer ailleurs également. Fait que être tête de cochon de la bonne façon. C'est parfait! La deuxième saison va s'appeler de même. Être tête de cochon de la bonne façon. Ma dernière question et non la moindre. Qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? Oh! Ma tête de cochon aimerait aider la femme. En réalité, on pourrait aider aussi l'homme, là, parce que c'est des deux côtés. À s'épanouir. L'humain, oui. À s'épanouir, je pense, supporter la femme, peut-être à travers des ateliers, à travers... je sais que fait peut-être à travers une chaîne YouTube, quelque chose, une plateforme qui va aller ouvrir des portes pour supporter la femme. Je vais être plus spécifique pour la femme parce que malheureusement, comme j'ai mentionné tantôt, beaucoup de femmes ne voient pas leur beauté. Puis des fois, je fais le maquillage de belles femmes. Là. C'est comme tout le monde dirait « wow ». Mais ils n'ont pas une confiance en elles. C'est drôle, hein? Des fois, tu penserais le contraire, mais la femme, je sais pas, à travers les années, sa confiance en prend un coup. C'est peut-être la vieillesse, c'est plein d'événements qui font que tu perds ton estime de soi. Puis moi, quand je vois ça m'attriste parce que je vois tellement la beauté, je vois le potentiel de tout le monde. C'est ça en coaching, hein, on voit le potentiel de tout le monde. Puis ça m'attriste de voir que la femme a arrêté de croire en elle. Et c'est ça que je veux dans le futur, c'est vraiment de voir comment je peux aller créer une plateforme pour aider la femme à se propulser plus loin. Puis c'est vraiment dans le but de s'aider. Fait que ça va venir. Je sais que ce projet va venir parce que j'y pense. Ça, c'est un projet qui est dans ma tête depuis un bon moment. Puis tout comme le maquillage, c'était dans ma tête depuis un bon moment, puis c'est créé. Fait que là, t'es-tu en train de me dire que, comme dans 2 ans, on se refait un épisode pour entendre la suite? C'est possible! C'est possible! Parce que là, clairement, que peut-être qu'après notre entretien d'aujourd'hui, ça va rebrasser des affaires. Mais je te dirais que ma petite tête travaille depuis longtemps. Je travaille beaucoup là-dessus, sur ce projet qui est en train de se concrétiser. Fait que non, je pense que ça va venir, oui. Ça va porter fruit, je sais. J'ai bien hâte de voir ça. J'espère être aux premières loges. En tout cas, c'est sûr. Je vais prendre une passe VIP, là. Je veux vraiment voir ça de proche, ce projet-là. C'est bien, bien, bien excitant. Merci tellement. Je suis tellement reconnaissante de notre échange. C'est probablement un des plus longs de la saison. Mais en même temps, on dirait qu'il y avait tellement de choses, puis il y aura encore plein de choses, mais à un moment donné, toute bonne chose a une fin, sauf que c'est très, très, très enrichissant d'avoir discuté avec toi, Suzanne. Merci tellement. Si je peux aider quelqu'un à travers mon histoire, c'est bizarre de parler juste de toi, parce que moi, je suis tellement habituée d'écouter les gens, puis je parle pas vraiment de moi, comme que ça fait
je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle, mais de parler autant de moi, c'est la première fois. Puis je devrais... Ah ouais? Oui, autant. As-tu aimé l'expérience? Oui, quand même? j'ai bien aimé l'expérience, mais je sens aussi que mon histoire peut aller aider des personnes. Tellement. Fait que si c'est le cas, je vais être très contente et reconnaissante de savoir que j'ai aidé, que j'ai inspiré des femmes. Puis je pense que c'est important ta mission. Qu'est-ce que tu fais? Sandrinita, moi je t'appelle Sandrinita. Nous, c'est très Ita dans nos... Ita, Sandrinita. Sandrinita, la bonita chiquita. Mais je pense que c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que tu es vraiment sur la bonne voie. Je vois ta volonté, je vois ton charisme, ta passion à travers qu'est-ce que tu fais. Tu sais, tes yeux sont pétillants, fait que c'est clair que tu es à la bonne place. Mais continue, moi je t'encourage à 100%. Mudita, chiquita, mudita! Si, señorita! C'est mon peu d'espagnol. J'aurais aimé ça finir en espagnol, mais ça sera pas possible pour ce soir. Je suis en train d'apprendre l'italien. Mais écoute, je le prends, j'accueille tout ce que tu me dis. Puis merci. On envoie ça dans l'univers. On s'en reparle. Oui, puis on s'en reparle. Il va peut-être avoir un épisode 2, là, partie 2 on sait pas, dans quelques années. On sait pas où ça va se rendre, tout ça, ce projet-là, mais c'est ça. J'y crois, puis Moi j'espère aussi. que ça va avoir fait du bien. Fait que merci beaucoup, beaucoup. Gros bisous, un gros plaisir de t'avoir parlé, sincèrement. C'était une belle expérience. Mouah! Mouah! Pour en savoir plus sur le podcast et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes, suivez-nous sur Instagram et Facebook au têtesdecochon.podcast. Vous retrouverez tous les balados sur les grandes plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là. À bientôt!